Bonjour à tous, bienvenue à cette huitième communauté télésanté, où aujourd'hui on a co-construit cette communauté avec le guichet CPTS pour vous faire une toute nouvelle édition. C'est du jamais vu, une édition sur les CPTS, co-construit avec le guichet CPTS. On a plusieurs intervenants avec des sujets qui vont être passionnants, donc n'hésitez pas si vous avez des questions après la fin de chaque intervention, à les poser directement dans la conversation. Et on va pouvoir démarrer avec le sommaire. Donc on aura Camille Touchet du Guichet qui va d'abord introduire cette session. Et puis ensuite, comme vous pouvez le voir, les différents intervenants. Donc il y aura le docteur Julie Verdet et docteur Blandine Thuot qui vont nous parler de la téléexpertise. Et ensuite, on aura une session sur la téléconsultation assistée avec Monsieur Massaregli et Madame Crèche. Je laisse donc la parole à Camille. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et puis, en même temps, je voulais remercier encore Pauline et puis le GRAD pour cette co-organisation. Je suis Camille Touchet, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis chargée de mission numérique au guichet CPTS. Le guichet CPTS, donc, c'est une structure régionale composée donc, des 10 URPS d'Occitanie. On accompagne les CPTS à chaque étape de leur développement, de la constitution jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle des actions. Et aujourd'hui, sur l'Occitanie, il y a 90% du territoire qui est couvert par une CPTS et il y a un peu moins de 90 CPTS en activité ou en structuration. Euh, N'hésite pas, Pauline, à basculer sur l'autre slide. Pour rappel, une CPTS, c'est donc une communauté professionnelle territoriale en santé. Ça regroupe donc les professionnels de santé d'un même bassin de vie et ils définissent ensemble leur territoire, leurs priorités et les façons de travailler ensemble. Leur rôle clé, c'est d'améliorer la coordination, de faciliter l'accès aux soins, de fluidifier les parcours patients et de mobiliser aussi les ressources du territoire, que ce soit les établissements, associations, structures médico-sociales, MSP, etc. Ce qui est important à retenir, c'est que les CPTS partagent un cadre, un socle commun, mais avancent à plusieurs ou à différents rythmes. Donc, elles ont des niveaux de maturité différents, des ressources différentes, et elles traitent des sujets adaptés aux besoins de leur territoire. Donc, sur la cartographie régionale que vous avez, il y a la couleur bleue qui ressort beaucoup, donc c'est les 90% du territoire qui sont couverts. Mais les couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Et ce qu'il faut juste retenir, c'est que c'est le niveau de maturité qui est différent en fonction de l'avancement de la CPTS et des financements obtenus avec l'assurance maladie. Donc, même s'il y a du bleu foncé aussi sur pas mal de la région, il faut quand même avoir en tête que donc c'est des CPTS qui ont signé et qui ont un financement, mais on ne sait pas si c'est donc depuis plusieurs semaines ou depuis 4 ou 5 ans. Donc, et la télésanté aujourd'hui dans tout ça, qui prend tout son sens puisque il y a un levier organisationnel qui permet de mieux coopérer, de gagner du temps médical et de renforcer la continuité des prises en charge. Donc, on est d'accord, hein, même si les CPTS, elles ne réalisent pas d'actes de télémédecine, elles ont un rôle d'appui pour identifier les besoins des professionnels, favoriser la mise en lien et soutenir les conditions organisationnelles pour le déploiement des usages. C'est donc tout l'enjeu de la communauté de partager des retours d'expérience concrets, de montrer comment la télésanté s'intègre pour l'organisation territoriale et comment ça devient un outil collectif. Donc, comme l'a dit Pauline, on parle aujourd'hui de deux usages majeurs, la téléexpertise et la téléconsultation assistée, en partageant des retours d'expérience terrain avec les points forts, mais aussi les points faibles, les leviers et les conditions de réussite dans différents contextes. Euh, Au niveau du déroulement, chaque intervention va durer environ 10 minutes et on prendra 5 minutes pour répondre à vos questions
Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dès à présent et dès les interventions dans le chat. Pour rappel, un replay sera disponible, donc si vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, vous pourrez visionner le replay. Je vous en dis pas plus, je laisse la parole au docteur Vernet sur la téléexpertise. Bonjour à, à tous et à toutes. Merci beaucoup. Je remercie en particulier le guichet CPTS et le GRAD de nous inviter à parler de ce projet de téléexpertise dans les maladies rares et comment ça peut être utile pour les professionnels de terrain des CPTS. Donc, juste pour me présenter rapidement, je suis le docteur Julie Vernet, je suis médecin généraliste de formation, ancienne chef de clinique en médecine interne et depuis maintenant 9 ans au dispositif régional Maladies rares Occitanie. Et puis, docteur Blandine Suot interviendra également. Peut-être docteur Suot, je vous laisse vous présenter également. Alors du coup, je m'appelle Blandine Suot, je suis sur Béziers. Je travaille actuellement essentiellement en libéral. J'ai été sur l'hôpital de Béziers jusqu'en 2015. Je suis en une activité libérale depuis 2015, à peu près une dizaine d'années. Et du coup, je fais des consultations à la fois de pédiatrie générale et de neuropédiatrie. Et du coup, j'utilise OmniDoc depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et du coup, c'est l'équipe des maladies rares, notamment le professeur Geneviève, qui m'avait demandé de participer pour donner mon retour d'utilisation de OmniDoc. Voilà. Merci et merci beaucoup de vous libérer parmi vos consultations pour venir témoigner de votre participation active à ce projet. Peut-être la diapositive suivante, juste rapidement pour présenter notre dispositif régional pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on a un dispositif de ressources et d'appui pour les professionnels, à la fois pour l'appui aux professionnels, pour les personnes soit en recherche de diagnostic, soit avec une maladie rare déjà identifiée. Et puis on propose voilà, de l'appui soit pour orienter vers les centres experts, je vais en parler, soit de l'appui au niveau de l'accès aux droits médico-social ou autres, et tout autre titre d'information sur les maladies rares. On a des actions de formation et de sensibilisation, des actions de centres ressources et un soutien à la dynamique associative régionale. On a un formulaire de demande sur notre site internet si vous voulez nous contacter et nous adresser une demande, soit anonyme, soit nominative avec l'accord du patient. Alors, juste un petit rappel, parce que les maladies rares, elles n'ont de rare que le nom, parce qu'on pense qu'on n'en voit jamais. Et comme vous l'avez vu peut-être dans le titre de cette présentation, c'est 1 personne sur 20 en population générale, parce que chacune sont rares, mais mises bout à bout, elles sont finalement très fréquentes. Il y a celles qu'on connaît mieux grâce à l'AFM Téléthon, notamment les myopathies, qui ont été voilà, mises en avant par l'AFM Téléthon, mais il y a tout type de maladies rares et comme le graphique sur la droite le montre, ça peut toucher tout type d'organes et notamment voilà, des pathologies plus transversales comme par exemple les maladies auto-immunes, hein, le lupus en fait partie, le syndrome de l'homme raide, on en a entendu parler avec la chanteuse Céline Dion qui l'a un peu médiatisé. Voilà, donc vous voyez tout type de maladies rares, c'est assez transversal. Une grande partie des maladies rares sont également des maladies avec troubles du neurodéveloppement, d'où notre présentation conjointe avec le docteur Sio, notamment la déficience intellectuelle. Diapositive suivante. Merci. Donc, comme je vous le disais, c'est 1 personne sur 20 en population générale. Et puis, il y a une définition de la maladie rare. Elle est dite rare si elle touche moins d'1 personne sur 2000. Donc, il y a des maladies qu'on voit un petit peu plus souvent, comme la mucoviscidose ou la trisomie 21. Et puis, des maladies ultra rares, où il y a quelques cas en France et quelques cas dans le monde. Et ces mises bout à bout, qu'elles représentent environ 7000 maladies rares. Et grâce au progrès de la génétique, on en découvre des nouvelles tous les jours. La majorité d'entre elles, soit on est avec, soit se déclarent à l'âge pédiatrique, et 2 tiers des maladies rares sont graves et invalidantes.
pour 80% d'entre elles, on trouve une origine génétique, donc soit héritée d'un parent, soit de plus en plus, on trouve des gènes, ce qu'on appelle de novo. Donc, c'est des nouvelles mutations. Et grâce au progrès de la génétique, on arrive à aller de plus en plus vers un diagnostic de précision. Diapositive suivante. Alors, j'essaye d'aller vite, mais je pourrais répondre après aux questions pour laisser la parole aussi au docteur Sio. Donc voilà, en termes d'enjeux de santé publique, on n'avait pas cette notion auparavant, mais finalement, on voit que au niveau du nombre de personnes touchées par une maladie rare, on est équivalent au nombre de personnes touchées par le cancer ou ayant un diabète de type 2. Diapositive suivante. Merci. Donc, heureusement, pour nous aider à la prise en charge de ces maladies rares qui sont très peu connues, et en tant que médecin généraliste, je suis bien placée pour savoir on n'a pas la possibilité de toutes les connaître et de toutes les apprendre. On a heureusement des centres experts qui nous aident dans ces diagnostics et dans la prise en charge des maladies rares. Et il faut savoir que 95% d'entre elles n'ont pas de traitement spécifique. Donc, souvent, elles bénéficient de traitements spécifiques grâce à des protocoles de recherche. Du coup, c'est très important que les patients soient suivis dans ces centres experts. Donc, vous voyez, ça se répartit principalement, c'est des services hospitaliers ou des médecins investis dans un groupe de pathologie ou dans une pathologie en particulier. Ils sont répartis donc plutôt sur les 3 CHU de la région. Il y a quelques centres experts à l'extérieur. Voilà, donc vous voyez, la région couvre à peu près l'ensemble des maladies rares grâce à ces centres experts. Il y a quelques patients qui doivent se rendre dans d'autres villes pour être suivis, mais la majorité sont suivis, peuvent être suivis dans la région. Merci. Alors, il faut savoir peut-être, contrairement à d'autres maladies plus fréquentes, que du coup, du fait de cette rareté, le délai diagnostique est beaucoup plus important. Alors, je ne sais pas si on le voit bien sur la diapositive, mais en moyenne, on met 4,7 ans à obtenir un diagnostic. C'est une enquête qui avait été réalisée par Eurordis, et donc des associations européennes qui se sont regroupées au niveau européen pour interroger un nombre très important de patients, et donc la moyenne était de 4,5 ans. Et ce qu'on peut voir dans le petit encart dessous, c'est que quand on est adressé à un centre expert maladie rare, vous voyez, la durée se réduit de plus d'1 an, entre 4,3 ans quand on est suivi dans un centre expert, contre 5,4 quand on n'est pas suivi dans un centre expert. Et une petite aparté, c'est que quand on est une femme, le délai diagnostique se rallonge, mais ça, malheureusement, ce n'est pas que pour les maladies rares. Les femmes soit se consultent moins et se plaignent moins, soit sont moins écoutées que les hommes. En tout cas, voilà, c'est quelque chose auquel il faut être sensibilisé pour être d'autant plus attentif par rapport à certains symptômes. Voilà, juste un petit aparté pour faire le lien avec le guichet CPTS. Et on a eu la chance de pouvoir travailler, mes collègues, notamment infirmières coordinatrices, ont travaillé avec le guichet CPTS, une fiche info conseil du guichet CPTS qui peut vous accompagner dans les connaissances sur les maladies rares, parce que là, on ne pourra pas tout aborder aujourd'hui. Et notamment, où est citée la téléexpertise à faire connaître dans le champ des maladies rares. Et juste à droite, vous voyez une fiche travaillée avec le Collège de médecine générale qui, pareil, vous donne des pistes pour évoquer une maladie rare pour pouvoir l'orienter vers un centre expert. Diapositive suivante. Voilà, alors juste un petit rappel pour ceux qui sont moins au fait de la téléexpertise. C'est différent d'une téléconsultation. C'est un avis sur dossier. Le professionnel de santé, qu'on dit requérant, sollicite un avis à distance d'un autre professionnel médical. Donc, dans le cadre des maladies rares, c'est un centre expert maladies rares. Et ça peut être asynchrone, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le faire pendant la consultation. Ça peut parfois être préférable, on le verra tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, on recueille l'accord du patient, on dépose une demande en ligne. Alors, en fonction de la spécialité, il y a parfois des photos à rajouter, des comptes rendus à rajouter. Et le médecin expert qui est requis peut répondre, en général en quelques heures
ou en quelques jours maximum à cette demande de téléexpertise. Donc, c'est un avis sur dossier qui débouche soit sur une consultation, soit sur une demande d'examen complémentaire, soit sur une réorientation. Et ça fluidifie le parcours, ça évite d'adresser son patient à un endroit qui n'était pas le bon. Ça permet qu'il arrive en consultation avec les meilleurs examens complémentaires pour avancer sur le diagnostic. Et ça surtout, on en parlera après des avantages, mais ça a surtout l'intérêt. Vous avez vu, les centres experts sont parfois éloignés de certaines zones de la région Occitanie, donc ça permet effectivement d'avoir déjà un avis médical avant de faire déplacer le patient. Diapositive suivante. Voilà, donc ça c'est un petit résumé, mais je pense que vous aurez le diaporama qui résume le parcours de la téléexpertise. Je passe un peu vite. Diapositive suivante. Voilà, là c'est pour vous citer. Alors actuellement, c'était une expérimentation avec une dizaine de centres experts maladies rares. On est mandaté par l'Agence régionale de santé pour étendre à l'ensemble des centres experts maladies rares, donc les 190 centres experts de la région pour les 3 CHU de la région, au sein de cette solution numérique de téléexpertise Omnidoc, qui a l'avantage d'être sur les 3 CHU, qui a été la solution choisie sur les 3 CHU de la région. Donc, vous aurez, on espère à terme, l'ensemble des centres experts accessibles via la téléexpertise. Donc là, c'est pour vous citer quelques centres experts maladies rares, comme par exemple le centre de référence anomalie du développement et le centre de compétences déficience intellectuelle. Diapositive suivante. Voilà, alors je remplace le professeur Geneviève, qui est donc médecin responsable du centre de référence anomalie du développement. Du coup, je vous rapporte les propos des médecins des centres experts qui ont participé à cette expérimentation sur les avantages de cet outil numérique. Pour eux, il y avait vraiment la possibilité, grâce à cet outil, de favoriser le lien entre les médecins de ville et les experts maladies rares de l'hôpital. Ça favorisait le parcours et le suivi du patient. Évidemment, grâce à cette accessibilité, on va dire favorisée vers les centres experts, on pouvait réduire l'impasse diagnostique. Et ce qui est très important, c'est qu'il y avait une formalisation des demandes que tout médecin reçoit par voie, on va dire, non sécurisée encore actuellement. Et donc, il y avait cette possibilité de formaliser les demandes avec une traçabilité bien améliorée et puis de suivre effectivement les examens qui avaient été demandés au préalable avant la consultation au CHU. Donc, on avait quand même des retours extrêmement positifs des médecins qui rendaient l'avis. Et bah, sur la diapositive suivante, je passe la parole au docteur Suo qui va vous parler des avantages et des pistes d'amélioration de cet outil. Donc, comme je l'avais rappelé, je suis pédiatre sur Béziers, je fais des consultations de neuropédiatrie. Béziers est quand même une ville où il y a un taux de précarité évalué à peu près à 35%, et c'est une population pour laquelle il n'est pas toujours facile de travailler. On a aussi un déficit médical sur la région et partout en France également, hein. Donc moi, j'utilise Omnidoc pour les 2 domaines, hein, à la fois de pédiatrie générale, où ça peut m'arriver de demander des avis pour de la dermatologie notamment, où on peut avoir des avis assez rapides, et aussi pour quand on a des suspicions d'enfants en danger. Ça m'est arrivé d'avoir des enfants qui avaient des attouchements sexuels, pour savoir exactement qu'est-ce qu'on a le droit de dire, pas le dire. Le GED accompagne vraiment bien là-dedans, donc faut pas hésiter à utiliser Omnidoc pour ça. Ils répondent extrêmement rapidement et ils vous donnent des pistes aussi d'examen ou pas à faire. Il n'y a jamais de questions bêtes, hein, donc il ne faut pas hésiter. Et des fois, effectivement, ils peuvent nous réadresser vers d'autres experts s'il y avait d'autres
d'autres orientations à prévoir. En ce qui concerne mon aspect plutôt neuropédiatrique, hein, donc je l'utilise depuis une année, notamment avec professeur Geneviève. Ça m'arrive aussi des fois qu'il me bascule sur le comité qui est géré surtout par Pierre Meyer en neuropédiatrie, quand il y a des bilans génétiques plus neuropédiatriques que génétiques, notamment les neuropathies, des choses de ce type-là. Donc, comme je travaille avec des populations précaires, l'apparition d'OmniDoc m'a permis d'être sûre que la demande arrive au bon endroit. Parce que des fois, les patients, ils ont du mal à contacter le secrétariat. On n'est pas trop sûr qu'ils aient fait et effectué les démarches. Ça permet notamment d'être sûr que les urgences un peu génétiques qui peuvent arriver, hein, dans les troubles du neurodéveloppement, il y a quand même un risque à peu près de 30% de récidive dans les fratries. Donc, quand il y a des projets de grossesse, c'est important que la consultation ait lieu quand même assez rapidement sur les troubles du neurodéveloppement. Parfois, il peut y avoir aussi des demandes de pathologies un peu urgentes, comme le syndrome de Weidman-Becquith, qui donne des fois des pathologies tumorales qu'il faut surveiller rapidement. Et là, récemment, avec une maman assez précaire qui avait du mal à faire des démarches, elle a pu être vue dans le mois, et à 4 mois, on avait le diagnostic qui était plutôt rassurant en termes de surveillance. Et ça permet aussi parfois de relancer quand on ne sait pas trop si le rendez-vous a bien eu lieu, pas lieu. Donc c'est vrai que c'est un lieu de communication où les documents sont sécurisés et où on peut retracer aussi. Quoi dire de plus donc c'est vrai qu'il y a eu quand même une amélioration où on a des réponses aussi assez rapides et ils peuvent nous donner des pistes. Voilà, en termes d'utilisation, alors moi, je l'utilise plutôt pour des questions. Je donne pas d'avis sur OmniDoc. Donc du coup, je travaille en neuropédiatrie, du coup, plus soit avec le service de neuropédiatrie quand je veux demander des examens complémentaires plus poussés, ou pour savoir s'il y a des surveillances ou des choses de ce type-là, et l'équipe de génétique. Voilà. Après, au niveau des limites, c'est vrai que quand on est en libéral, ça devient vite compliqué, hein, parce qu'on a notre logiciel métier. On a aussi plusieurs logiciels, hein. Il y a Spico qui est utilisé pour Oxytadis et pour le réseau Cocon. Il y a Via Trajectoire pour la PCO34 et du coup, il y a aussi OmniDoc. Donc en fait, je travaille en ayant mes fenêtres ouvertes et j'essaye d'effectuer les demandes en consultation un peu en live pour pas avoir trop de démarches administratives à gérer après les consultations. Mais parfois, c'est pas toujours facile, hein, notamment quand on a des situations de type GED, groupe enfance en danger, des signes, enfin, où du coup, là, il faut qu'on prenne du temps pour rédiger et c'est difficile de le faire en amont. Après, ce que je vous conseille, si vous l'utilisez, c'est de créer au moins le dossier avec la carte vitale, parce que c'est vrai que quand on n'a pas la carte vitale et qu'il faut tout créer, ça prend encore plus de temps. Voilà. Et puis après, c'est vrai que sur les pistes d'amélioration, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur la facturation qui était de 10 €. Et quand on passe 20 minutes à faire un dossier GED, c'est pas très cher payé. Voilà. Je ne sais pas si c'était assez clair, si vous avez des questions. Merci Non, beaucoup, docteur Suo et docteur Vernet. Alors oui, il y a une question et en fait une question qui rebondit sur l'information que vous donniez enfin. Donc en effet, c'est un acte médical et du coup, comment est-ce que c'est rémunéré alors c'était pour le requis la question, mais même pour le requérant du coup. Alors, c'est vrai que la facturation, pour l'instant, elle n'est pas intégrée à OmniDoc. Et du coup, il faut la faire sur le logiciel métier. Et c'est vrai que, enfin, le logiciel que j'utilise au quotidien pour mes dossiers à moi. Et du coup, c'est vrai que ça rajoute du travail administratif aussi et que j'ai du retard pour la facturation de ces actes. Et du coup, en fait, on code, j'ai plus le code en tête. Euh, Quand on pose la question. Alors le temps peut-être que docteur Suo, c'est 10 € pour le médecin qui fait la demande et Ouais. c'est 20 € pour le médecin qui répond. Voilà, en termes de facturation, pour répondre à cette question. Après, pour les codes, Le ouais. codage dans le logiciel santé. Hop, je On le a un code qui ressort dans le chat, c'est RQD. Ouais, je crois que c'est ça. Je Ah, crois que c'est. merci Joël. Ouais, il y a un code pour celui qui demande et un code différent pour celui qui. Il y a RQD et TE2 en fonction. Ouais, c'est RQD, moi, d'habitude, que j'utilise de mémoire. Ouais.
Bon, merci beaucoup. Est-ce que, à tout hasard, il y a d'autres questions avant qu'on passe sur la téléconsultation assistée ou des personnes qui veulent tout simplement nous faire part de leur retour également sur la téléexpertise? J'avais juste une petite diapositive de conclusion, le temps peut-être que d'autres questions arrivent. Parfait. Voilà, c'était pour vous dire, voilà, j'espère vous avoir très rapidement, trop rapidement sensibilisé sur le fait que les maladies rares, vous en croisez, sûrement beaucoup, donc le plus difficile est d'arriver déjà à les repérer, que voilà, que tous on peut agir et grâce et encore merci, voilà, au CPTS, voilà, de nous aider à agir pour cette question et effectivement d'orienter vers les centres experts et voilà et vraiment, heu, quelque chose de très important pour, le parcours de ces patients et voilà, on espère, à terme le déployer pour l'ensemble de la région Occitanie pour vraiment apporter une réponse à tous facilitée. Pour continuer sur cette question du déploiement, c'est bien sûr un déploiement auprès des centres experts, mais pas que, hein. C'est Cyril Klein pour le guichet qui intervient. Je rajoute que le déploiement qui est soutenu par l'ARS pour les 2-3 ans à venir va aussi constituer un très gros travail d'acculturation et d'accompagnement du premier recours à l'usage de la téléexpertise et à la compréhension des maladies rares. Et donc, bien sûr, le rôle des CPTS, des coordinateurs, du guichet, vous aurez tous et toutes un rôle très important pour accompagner, évidemment, ce transfert de culture vers l'ensemble du premier recours dans la région. C'est ça qui donnera l'efficacité sur les enjeux de santé publique. Et j'en profite aussi pour remercier Docteur Sio, voilà, qui est très, très investi dans ce parcours patient et merci aussi, voilà, d'avoir témoigné sur cet usage et voilà, et d'y trouver un intérêt. Invitation aussi. Merci. Bon, et bien merci beaucoup à toutes les deux. Mais de toute façon, vous aurez le diaporama à la fin. Et puis, mais toutes les ressources qui ont été disponibles par le docteur Verny. On va passer sur la téléconsultation assistée avec Jean-Pierre. Je vais te laisser la parole. Jean-Pierre de la CPTS Lomagne-Garonne qui est situé dans le Tarn-et-Garonne. Merci Camille, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, je pense que oui. Donc je me présente, je suis Jean-Pierre Massarelli, je suis coordinateur de la CPTS de Lomagne-Garonne, donc dans le sud-ouest du département du Tarn-et-Garonne. CPTS de taille 1, 18 000 habitants à peu près, et une cinquantaine de communes. Donc un territoire très rural, avec 3 communes un peu plus importantes sur le territoire, mais voilà, on reste vraiment dans la ruralité. Une particularité, on a pas mal d'établissements en lien avec le handicap, de 3 établissements de la PIM, un foyer occupationnel, un foyer d'accueil médicalisé, une EHPAD, enfin plusieurs EHPAD aussi, mais voilà, donc on est très, très sensibilisé sur ces aspects-là. Et le besoin d'une téléconsultation assistée s'est fait ressentir là, il y a quelques temps via l'InterCPTS qui a décidé de développer sur nos territoires, donc au niveau des 5 CPTS, une activité de téléconsultation assistée. Donc moi, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, nous, sur notre territoire et essayer à la fin de prendre un petit peu de recul sur comment ça fonctionne. Mais voilà, l'idée que nous, notre CPTS, avons été précurseurs sur l'utilisation de cette mallette de téléconsultation avec une définition simple, avec un public concerné qui, on reprend un petit peu ce qu'on peut connaître, hein, des patients sans médecin traitant ou un médecin traitant indisponible, de la rupture de soins ou isolés, des gens qui sont en mobilité réduite ou sans moyens numériques, ça aussi, ça fait partie des éléments qui peuvent être mis en avant. Personnes âgées ou en structure médico-sociale, là aussi, ça permet d'avoir un accompagnement et d'avoir un accès aux médecins assez rapidement sur les structures. Point important à signaler, contrairement, et c'est tant mieux pour nous, mais sur le territoire, on n'a pas de souci
plus d'accès aux médecins traitants dans la mesure où on prend tout le monde sur le territoire globalement. Donc les 3 MSP qui constituent le socle principal de notre CPTS, on a les moyens, je dirais, aujourd'hui de prendre en charge tous les patients sans médecin traitant. Néanmoins, le besoin de téléconsultation se fait tout de même ressentir par les établissements, même si on y accède assez facilement. Les médecins prennent en charge les patients qui sont sur ces ESMS. On a besoin, effectivement, ponctuellement, de pouvoir assurer des téléconsultations assistées. Donc le public, je l'ai défini. Si on passe sur la diapo suivante. Donc, en termes de prise en charge générale et de détection du besoin, donc on a tous les professionnels de santé qui sont sur nos territoires, qui sont dans la CPTS, qui sont au courant de la présence d'une mallette de téléconsultation assistée, qui est donc accessible pour les IDE et les médecins généralistes. Donc, en général, la détection du besoin se fait effectivement principalement par les infirmières qui sont présentes sur le territoire et qui vont chez les patients, qui vont pouvoir détecter à domicile ou en structure s'il y a un besoin spécifique avec un patient qui ne pourra pas se déplacer sur la maison de santé. Par un médecin aussi qui peut avoir aussi cette information d'une situation qui peut être éligible à une téléconsultation assistée, mais aussi par tout professionnel qui est au courant donc effectivement d'une situation qui peut demander l'intervention au domicile ou en établissement. Là aussi, on a un réseau. Avantage aussi sur les petits territoires, c'est que tout le monde se connaît et l'accessibilité entre professionnels de santé est quand même assez facilitée par rapport à ça. Donc la détection du besoin peut se faire quand même assez facilement et rapidement. Donc ça, c'est pour la partie détection. Ensuite, si on passe à la diapo suivante, donc la demande après est transmise directement en général au secrétariat de la MSP, enfin principalement et ou par mois, enfin à moi en tant que coordinateur. Ça me permet d'avoir moi aussi un suivi des téléconsultations qui sont assurées. Donc téléphone, mail et puis avec un recueil des informations concernant le patient concerné. Donc ça c'est en amont. En ce qui concerne effectivement la validation et l'organisation, de toute façon ça reste à la main du médecin généraliste qui décidera s'il est pertinent ou pas d'organiser cette téléconsultation assistée en accord en général avec l'IDE, car c'est l'IDE qui va être au domicile du patient et qui va pouvoir accompagner et assurer cette téléconsultation en ce qui concerne la partie présentielle auprès du patient. Donc avec une organisation qui permet de prévoir un rendez-vous avec la disponibilité du médecin, et du patient ou en établissement en fonction de créneaux qui peuvent être validés. Diapo suivante. Alors, en termes d'assistance et de réalisation, donc lors du rendez-vous, l'infirmière se charge de renseigner les informations administratives du patient donc sur le logiciel qui est prévu sur la mallette. Donc naturellement, prend toutes les constantes nécessaires et suffisantes qu'elle enregistre sur un fichier dédié qui va pouvoir être partagé avec le médecin. Le déclenchement se fait de la téléconsultation assistée avec le médecin donc, avec lequel le rendez-vous a été pris, qui se connecte. La consultation est réalisée avec, si besoin, des compléments d'information, avec la présence du professionnel de santé, en l'occurrence de l'infirmière qui va être à côté du patient. Après, pour le reste, en termes de suivi, l'ordonnance peut être transmise en pharmacie. Un compte-rendu, de toute façon, va être établi auprès du médecin traitant, si ce n'est pas le médecin traitant lui-même qui a effectué cette téléconsultation assistée avec des informations qui sont remontées au niveau du secrétariat médical. Ensuite, donc les acteurs, bon, les avez bien identifiés, donc c'est les infirmières ou infirmières libérales, les professionnels de santé du territoire, les médecins volontaires pour la téléconsultation. Donc nous, sur le territoire, tous les médecins qui sont dans la CPTS participent à ces actions de téléconsultation assistée, avec possibilité aussi, là, on l'a signalé, des établissements médico-sociaux qui peuvent aussi solliciter en cas de besoin. Ce serait peut-être sur des choses peut-être un peu plus urgentes parce que les médecins ont aussi cette facilité à aller sur les établissements qui sont à proximité pour consulter si besoin, et c'est fait de toute façon, de façon régulière pour les renouvellements, etc. Ensuite, donc le matériel, donc là on a une mallette de téléconsultation assistée de la marque Parsis, mais peu importe, avec tous les dispositifs médicaux qui sont présents à l'intérieur, ce qui permet vraiment de récupérer des informations et éventuellement de les compléter directement en se connectant sur la mallette. En termes de connexion, là aussi je vous ai parlé de ruralité, donc à certains endroits c'est un petit peu compliqué de pouvoir avoir un accès à Internet. Quand on le peut, on se connecte chez le patient s'il a Internet chez lui, mais dans tous les cas, la CPTS a pris en charge un routeur dédié, un routeur 5G qui permet vraiment d'avoir du réseau partout pour pouvoir se connecter facilement.
Et on utilise le logiciel Maya, c'est celui qui est utilisé par tous les médecins sur notre territoire pour la saisie, puis naturellement suivi du dossier. Après, les informations sont remontées de façon classique sur les matériels qui sont utilisés par les médecins. Voilà, que vous dire de plus? Alors, avantages, inconvénients. Donc là, je vous ai parlé de la situation sur notre territoire. Si on prend un petit peu de recul, et on avait eu l'occasion d'échanger avec certains lors des journées de la télémédecine sur Carcassonne, c'est vrai que la difficulté, c'est de trouver une organisation idoine et adaptée. C'est-à-dire qu'il faut que les médecins soient disponibles, que les infirmières soient disponibles aussi. Donc c'est une des gageures. Nous, on arrive à peu près à se débrouiller par rapport à ça, mais je sais que sur d'autres territoires, d'autres CPTS aux environs, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc là, c'est des choses qu'il faut vraiment caler. Dans l'action de la téléconsultation assistée, c'est vrai que c'est très pertinent d'avoir cette solution de proximité pour tous les usagers des territoires. Maintenant, ça demande vraiment une organisation en amont, des gens motivés, formés, qui utilisent la mallette, là aussi, ça demande en termes de manipulation, etc., un certain apprentissage. Donc nous, à l'époque, on avait formé les professionnels, nous, sur notre territoire, mais aussi les professionnels d'autres territoires aux environs, afin de s'acculturer un petit peu sur cette utilisation et puis savoir un petit peu comment on pouvait s'organiser. Donc ça peut amener parfois des difficultés. Bon, néanmoins, moi je suis convaincu, mais c'est pas à moi de l'être, mais je pense que les professionnels se rendent compte que ça peut vraiment être pertinent sur les territoires. Donc nous, ce qu'on va certainement envisager à notre niveau et qu'on peut-être développera un petit peu sur le reste des territoires du Tarn-et-Garonne, c'est avoir peut-être quelqu'un qui soit sur un créneau dédié, un médecin qui puisse faire de la téléconsultation sur un créneau, une demi-journée, une journée en fonction des besoins, avec des infirmières qui seront avec leur mallette, qui pourront éventuellement, sur sollicitation, prévoir des rendez-vous. Donc tout ça, c'est une organisation qui doit se mettre en place. Pour laquelle effectivement il faut vraiment de l'engagement des personnes et pour lesquelles il faut vraiment avoir une organisation qui puisse être accompagnée avec de la bonne volonté sur les maisons de santé, la CPTS qui peut être aussi aidante sur tous ces aspects-là. Et puis voilà, maintenir ce projet pour pouvoir vraiment une fois de plus aller au plus près des besoins des usagers. Même si une fois de plus, effectivement, sur certains territoires, il y a quand même encore des médecins qui vont au domicile des patients. Mais c'est de plus en plus rare et en l'occurrence, ce moyen technologique, selon moi, est quand même vraiment pertinent à mettre en place. Voilà ce que je voulais vous dire sur notre organisation, sur notre territoire, qui ne serait pas forcément la même ailleurs, mais qui, pour moi, me semble vraiment important d'avoir un peu ce recul-là. Ça fait 2 ans qu'on l'utilise. Alors, c'est pas 200 téléconsultations par semaine, mais ponctuellement, quand il y a ce besoin, c'est vraiment pertinent d'avoir ce moyen-là. Et puis, je vous dis, le projet de développement, de faire peut-être un petit peu autrement et peut-être un petit peu mieux pour pouvoir aussi répondre à de plus gros besoins sur nos territoires, mais peut-être aussi sur les environs. Voilà ce que je voulais vous dire. Et merci d'être à l'écran. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je vous propose, alors il y a eu quelques questions, mais je vous propose qu'on passe à l'intervention de Myriam, directrice du bassin Carcassonne, de la CPTS bassin carcassonnais, pardon, située sur l'Aude, et on passera sur les questions globales après. Bonjour. Ah, c'est bon, c'est mon tour. Donc, bonjour à tous. Je suis enchantée de participer à ce webinaire et de pouvoir partager notre expérience à l'échelle de la CPTS du bassin carcassonnais. Donc, moi, je suis directrice et coordinatrice de la CPTS depuis 2022. Et donc, on a décidé, c'est une CPTS de taille 2. On a décidé de travailler ce projet parce qu'on a un gros problème d'accès aux soins de premier recours, parce qu'on a un déficit médical qui est très important à l'échelle de notre territoire. C'est-à-dire qu'à ce jour, on n'a plus que 20 médecins pour 60 000 personnes en ville. 20 médecins généralistes, mais uniquement une quinzaine, même pas, d'équivalents temps plein en médecine générale sur notre territoire. Donc, les médecins de ville n'arrivent plus à répondre à la demande. Donc, il était urgent pour nous de travailler sur un dispositif qui pouvait aider, pallier aux besoins des patients du territoire. Donc, on a décidé de choisir le dispositif Omédis, un projet innovant de téléconsultation assistée et augmentée pour améliorer l'accès aux soins.
dispositif. Voilà, donc je vais vous faire une présentation qui sera plus tournée sur comment on a déployé la téléconsultation assistée sur le territoire avec la phase projet et de déploiement et la façon dont on a structuré l'organisation opérationnelle avec les infirmiers libéraux, téléconsultants. Et je vous montrerai aussi quelques outils que nous avons créés pour remettre en place ce projet. Donc, alors, je vais mettre en plein écran parce que je n'y vois pas assez. Voilà. Donc, le dispositif Omedis, en fait, Omedis est une société qui a été créée par des médecins et qui propose une organisation territoriale de médecine, c'est-à-dire qu'ils accompagnent et permettent aussi un suivi dans la mise en place de ce projet de télémédecine assistée et augmentée pour répondre aux besoins donc, des patients qui ont des besoins d'accès aux soins sur les territoires. Donc là, je vous ai mis le petit flyer qui avait été construit avec Omedis justement sur à qui s'adresse ce dispositif, puisqu'il y a quand même quelques critères d'éligibilité à la téléconsultation. Déjà, c'est à partir de 3 ans que voilà, on peut en bénéficier. Je vous ai remis une petite définition de qu'est-ce que c'est une téléconsultation assistée augmentée. Bon, mon collègue en a déjà parlé, mais on me demande toujours ce que ça signifie. En fait, assistée, ben, vous l'avez bien compris, c'est parce qu'elle est accompagnée physiquement par un professionnel de santé pour faciliter ben, la connexion et puis pour faciliter voilà, toute la consultation à distance, et augmentée parce qu'elle est enrichie en pratique par des outils qui sont connectés à distance. Donc, nous, à l'échelle de notre CPTS, on a un stéthoscope, on a une caméra à main et on a, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, et on a aussi un otoscope, voilà, qui permet donc de donner aux médecins des informations pour l'examen clinique du patient. Diapo suivante. Donc, du coup, dans notre phase projet, ça a été notre première donc, action. On a réalisé un diagnostic de territoire. En fait, on s'est questionné sur qu'est-ce qui existait sur notre territoire comme dispositif de télémédecine. On a fait tout un listing de tout ce qui existait. Et donc, notre conclusion, c'était qu'il n'y avait que des cabines de téléconsultation au sein des pharmacies. Donc, elles sont quasiment toutes équipées. Mais pour beaucoup d'entre elles, ce n'est pas assisté par le pharmacien. Certains le font, mais la majorité ne le font pas. C'est le patient qui se dépatouille tout seul et c'est quand même assez complexe, notamment pour les patients âgés. Donc, c'est pourquoi on a choisi ce dispositif de télémédecine assistée d'un professionnel pour accompagner le patient. On a donc ensuite créé un comité de pilotage qui incluait aussi, et pas uniquement des acteurs de soins, mais aussi les collectivités territoriales avec qui on a travaillé. Je vous expliquerai après à quel moment ils sont intervenus. Et donc, dans ce projet, enfin, avec ce COPI, nous avons rédigé un dossier, enfin voilà, le projet complet, de façon complète avec les objectifs, les modalités de fonctionnement, les indicateurs de suivi, etc. Et ensuite, nous avons identifié donc, les professionnels de santé qui souhaitaient adhérer à ce projet, puisque comme on voulait donc, une téléconsultation assistée, il fallait qu'on trouve des professionnels de santé. Donc, c'était un prérequis avant de se lancer dans la mise en œuvre du projet. Ça, c'était une étape indispensable. On a eu énormément de réunions pour construire ce projet-là. Et donc, on avait aussi comme priorité, je veux bien revenir à la diapo précédente. Ah non, non, c'est bon, c'est la bonne. Les priorités étaient donc de rechercher un local dédié pour la téléconsultation assistée. Ça a été assez complexe à trouver sur notre territoire et c'est là qu'on a donc intégré dans le COPIL les collectivités territoriales, la mairie et l'agglo de notre secteur. On a aussi acheté du matériel. Donc, en fait, c'est l'agglomération, la communauté d'agglomération qui nous a acheté le matériel. Donc, on a un chariot de téléconsultation et 2 mallettes qui nous ont été donc achetées par l'agglo. Nous, on a acheté une imprimante, un ordinateur portable, tout le matériel
nécessaires pour équiper cette salle de téléconsultation et les consommables. Diapo suivante. Donc, une fois que ça a été fait, juste pour petite info, on a eu du mal à trouver le local. Donc, au début, on a été hébergé au sein de 2 EHPAD qui nous ont ouvert leurs portes parce qu'en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand on a fait le recrutement, le recensement des outils de téléconsultation, effectivement, j'ai oublié de vous dire que dans les EHPAD, ils avaient déjà de la téléconsultation assistée avec Omedis. C'est pourquoi on a fait ce choix-là. Donc, dans la phase de déploiement, on a fait une communication intensive et ça me paraît essentiel quand on veut mettre en place ce dispositif auprès des professionnels de santé libéraux pour faire connaître le dispositif, mais aussi pour pouvoir les encourager à participer et à devenir des professionnels téléconsultants, assistants de téléconsultation. Donc, on a fait un lancement, un appel à candidature auprès des infirmiers libéraux. Qu'ils puissent participer au projet. On a fait également un appel d'offres pour le local dédié. À ce jour, il y a eu des évolutions et maintenant, notre salle de téléconsultation se situe au sein de la maison médicale de garde, qui est un local de la mairie de Carcassonne. On a dû former ensuite les professionnels de santé libéraux, donc une formation complète, ceux qui se sont positionnés pour participer au projet, avec la référente territoriale Omedis, pour les former aux outils et aux procédures de la téléconsultation. Donc, c'est bien en situation réelle avec le chariot, etc., le médecin d'un côté, le patient de l'autre, pour pouvoir voir ce qui se passe réellement. Diapo suivante. Voilà, donc sur l'organisation opérationnelle, tout d'abord, on a créé un drive partagé et des procédures. Donc, nous, on travaille avec Plexus Santé. Donc, on a dans ce dossier intégré tous les professionnels qui voulaient participer au projet, qui ont été formés. Et on a aussi créé différentes procédures pour accompagner pas à pas les infirmiers dans toutes les actions qu'ils doivent mettre en place quand ils font une téléconsultation, les codes d'accès aux différents logiciels, etc. On a également créé un planning dédié pour les infirmiers libéraux, puisqu'en fait, la téléconsultation assistée avec Omedis, ça fonctionne sur la base de salles de téléconsultation. Donc, dans cette salle-là, c'est comme si c'était une salle d'un médecin. Vous avez un planning qui est dédié à la salle. Donc, l'intérêt, c'est de trouver des soignants qui vont pouvoir être disponibles pour assister les téléconsultations. Donc, ils nous donnent des plages de disponibilité. Donc, on crée un planning sur Excel. Tous les trimestres, on leur demande de se positionner là où ils souhaitent. Et ensuite, nous, à l'échelle de la CPTS, on implémente un logiciel d'Omedis qui s'appelle Opta pour les plannings. Donc, ça ouvre après les plages horaires de rendez-vous pour les patients. Également, on a mis en place un système pour suivre de façon très rigoureuse les actes de téléconsultation qui ont été effectués afin d'évaluer l'activité, mais aussi de pouvoir, je vous expliquerai après, rémunérer de façon complémentaire les infirmiers qui participent au projet. Et enfin, on a créé un groupe WhatsApp de support qui comprend tous les infirmiers téléconsultants, les professionnels de la CPTS qui gèrent le dispositif. On est 2 avec mon assistante, et ainsi que les référents Omedis territoriaux pour pouvoir justement être très réactifs sur les problématiques rencontrées, parce que c'est très souvent qu'il y a le logiciel qui plante ou bien le stéthoscope qui ne marche plus, il manque des piles, etc. Ça permet d'être très réactif pour pouvoir toujours avoir une salle opérationnelle. Les outils créés, donc là, je ne sais pas si vous y voyez très bien, mais enfin, c'était juste pour vous donner un aperçu. Ce sont les 2 premiers documents, ce sont en fait les procédures. La procédure de connexion, justement, au Omedis à Opta Planning, dont je vous ai parlé, et l'autre, c'est la procédure de déploiement, pas à pas, de tout ce qui se passe lors d'une téléconsultation avec les codes d'accès, etc. Et dans la salle, on a fait un mémo qui récapitule également les codes d'accès parce qu'il y a différents codes. Bon, déjà le code Wi-Fi, mais aussi les différents codes d'accès sur
sur les logiciels dont elles ont besoin pour faire les téléconsultations. Slide suivante. Voilà. Et on a créé aussi donc je vous ai dit, les plannings sur Excel que les infirmiers complètent au fur et à mesure. Et on est très souple, en fait. C'est pour ça que ça fonctionne, je pense, aujourd'hui. C'est parce qu'on leur laisse la possibilité de se positionner sur les jours. Nous, on a commencé à ouvrir 2 demi-journées par semaine. Et c'était un peu la limite du dispositif. Je vous en parlerai après des limites et des freins. Aujourd'hui, on est ouvert 2 jours complets et tout le reste de la semaine, ce sont des demi-journées, bien sûr, du lundi au vendredi. Et c'est de 14h à 18h pour les après-midi, mais des fois, si les infirmiers ne peuvent pas après 17h, on est très souple, on modifie sur le logiciel planning en fonction des disponibilités horaires, on s'adapte aux infirmiers que l'on a sur le territoire. Voilà, donc les freins identifiés, en fait, au début, on a eu un démarrage très lent parce que, en fait, on n'avait pas suffisamment d'assistants de téléconsultation, de soignants impliqués dans le projet. Et puis, donc ça a été une vraie limite parce que du coup, si on ne pouvait pas ouvrir des plannings, on ne pouvait pas poser de rendez-vous pour les patients. Après, on pense que, voilà, au début, ça a eu du mal à prendre au niveau des professionnels de santé. Ils ne comprenaient pas trop pourquoi mettre ce dispositif en place. Est-ce que c'est vraiment nécessaire puisqu'il y a déjà des cabines dans les pharmacies? Donc, il y avait aussi les patients qui ont eu du mal à s'habituer à ce nouveau mode de consultation qui était méconnu. Voilà, donc ça a eu comme conséquence le fait que ça a démarré de façon très, très lente. Il y a eu aussi la problématique de la faible rémunération des actes de téléconsultation, puisque au début, ils ont commencé par ils se déplaçaient pour une téléconsultation, 1 ou 2 téléconsultations. Donc, voilà, c'était une perte de temps pour ces infirmiers-là et aussi un manque à gagner pour eux. Donc, on s'est remis en question pour faire évoluer le dispositif. Voilà, donc en fait, il a fallu qu'on s'adapte de façon permanente pour que le dispositif puisse devenir pérenne. Et donc, ça a nécessité de nombreux ajustements dans les modalités de fonctionnement notamment. Bon, déjà, on a changé de lieu, de salle dédiée. Bon, voilà, il a fallu qu'on soit très souple et qu'on puisse vraiment s'adapter. Et voilà, et donc on a décidé, face à la difficulté de recruter des infirmiers pour faire ces téléconsultations assistées, on leur a proposé une rémunération complémentaire. Donc c'est sur la slide suivante. Donc ça, c'est les leviers. Je ne sais pas où c'est plus tard. En tout cas, sur les leviers, c'est la slide d'après, mais je vais vous parler quand même des leviers. Les leviers, c'est les retours que l'on a des patients et des soignants. Réponse rapide aux demandes de consultation médicale, puisque nous, à ce jour, des fois, il y a des délais d'un mois pour avoir accès à une consultation médicale au vu de la charge de nos médecins. Donc là, la réponse pour avoir une consultation, c'est du jour au lendemain. Donc, c'est très rapide. Il y a également l'absence de frais, l'accompagnement humain qui rend plus qualitatif cette consultation, la satisfaction des patients et des professionnels de pouvoir accéder rapidement à un médecin, mais également pour les infirmiers qui participent, ils sont très très heureux. C'est pour eux une évolution de leur métier et de leur fonction puisqu'elles sont guidées par le médecin pour faire un examen clinique aux patients et elles sont très heureuses de participer. Elles sont très fidèles au dispositif. Un dispositif aussi partenarial, flexible et adaptable. Et un lien fort avec le SAS, puisque maintenant, on travaille en collaboration avec eux. Ils nous envoient les patients du territoire qui sont éligibles au dispositif. Et également, un des leviers, c'est qu'à la fin de la téléconsultation, il y a un compte rendu qui est réalisé et qui est systématiquement implémenté dans le DMP du patient. Sur le modèle de rémunération innovant, comme je vous ai dit, on a dû s'adapter. Donc, on a proposé, sachant que l'acte de téléconsultation pour un infirmier est de 12 €,
On a proposé de garantir un minimum de 36 € par heure, c'est-à-dire 3 téléconsultations de l'heure. Et donc, ces 36 €, on les donne également si le professionnel s'est positionné, même s'il n'y a pas de téléconsultation, mais c'est une garantie pour avoir bloqué son créneau, puisqu'on peut lui poser des téléconsultations jusqu'à midi pour l'après-midi. Donc, cette proposition, en tout cas, cette évolution du dispositif a permis de recruter plus d'infirmiers et là, vraiment, d'étendre les plages et de pouvoir ouvrir tous les après-midi. Et c'est ce qui a vraiment fait que ce dispositif a pu démarrer vraiment. C'est ce qui a, voilà, ça a été notre vrai levier, ça a été ça. Et donc, en fait, c'est une indemnisation compensatoire qui nous aide à sécuriser l'engagement des infirmiers et qui nous permet justement d'avoir un dispositif qui est réactif avec des plages horaires disponibles. Donc, quelques chiffres du bilan. On a formé 26 infirmiers et on en a 10 qui sont très actifs sur le dispositif. Donc, ce sont ces 10-là qui réalisent les téléconsultations voilà, tous les mois. Ils se positionnent sur les plannings. L'année écoulée, il y a eu environ 300, je ne vois pas bien sur la salle, mais 350 à peu près rendez-vous posés et environ 270 de réalisés. Le reste étant des rendez-vous annulés. On est quand même face à une problématique de beaucoup de rendez-vous annulés. Donc, vous voyez qu'il y a eu quand même un décrochage quand on a déménagé au sein de la maison médicale de garde, voilà, sur le nombre de rendez-vous. Et puis, ça va aussi de pair avec notre collaboration avec le SAS. À ce jour, on a un taux de présence infirmier sur le nombre de plages horaires disponibles, c'est 65% environ du taux de présence, en tout cas d'ouverture de plages horaires sur 100% qui pourraient être ouvertes. Voilà, donc on est satisfait du dispositif et on va tout faire pour qu'il puisse continuer parce qu'il répond à un vrai besoin de la population. Voilà, là c'est le petit flyer que je vous ai mis à la fin qu'on a distribué à la population parce que sans communication, les gens ne peuvent pas savoir que ce dispositif existe et qu'il peut être mobilisé. Donc on a fait aussi des actions de communication, des communiqués de presse et on le fait de façon très régulière. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup Myriam. Juste, on devait prendre un petit moment pour les questions-réponses. On a été pris de court par le temps. On va quand même laisser peut-être une question à nos deux intervenants. Et puis, si vous avez des questions, on y répondra en différé. Il y avait une question notamment sur l'organisation et les outils. N'importe, Myriam ou Jean-Pierre, vous me dites. Comment est-ce que vous avez choisi l'outil et puis du coup le logiciel et puis qui est-ce qui a le lien visio de la téléconsultation et comment ça se passe? Moi, je peux peut-être répondre sur la mallette de téléconsultation qu'on a choisie. Donc, c'est effectivement du matériel qui a été choisi par rapport à d'autres. Enfin, voilà, on est quand même parti sur un modèle qui est utilisé par des professionnels qui ont l'habitude de ce genre de matériel. Donc, effectivement, c'est un peu du matériel haut de gamme qui a été choisi. J'ai pas parlé des dispositifs médicaux. Myriam en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que nous, on est très complet là-dessus. On a même un électro qui est disponible, qui permet de compléter la série d'examens. Donc voilà, le matériel qui a été choisi en commun avec toutes les personnes qui étaient concernées. Ensuite, en ce qui concerne le lien visio, le lien visio, oui, il est établi par on est connecté via le logiciel Maya qui est utilisé, donc une connexion vidéo qui est prévue directement sur la mallette. Voilà, de façon très, très pratique et très rapide, qui permet effectivement là aussi de renseigner les informations comme je le disais, et puis de les mettre en lien disponible sur la visio qui sont transmises directement au médecin. Voilà ce que je peux dire sur le matériel. Je peux rajouter juste que nous, c'est pareil, c'est avec Omedis qu'on a un abonnement, on peut un abonnement pour disposer donc
dispositif, quand le chariot est allumé, les infirmières connectent, et c'est pour ça qu'il y a besoin de code, elles connectent directement, le chariot étant connecté à Internet, elles se connectent automatiquement sur le logiciel médical d'Omedis. Je ne sais plus le nom puisque c'est pas moi qui le fais, mais voilà, la connexion se fait via le chariot et les logiciels sont mis à jour très régulièrement. Merci. Moi, j'ai vu Alors, qu'il y avait des questions sur les mallettes. oui. Les mallettes Ah. et le chariot, nous, c'est l'agglo qui nous a financé. La communauté d'agglomération qui nous a financé le matériel et les outils de téléconsultation. Nous, on a financé tout le reste, y compris, on finance le paiement au logiciel et l'entretien du matériel par Omedis. Parfait, merci Myriam. Jean-Pierre, est-ce que toi tu veux intervenir dessus ou sur ces Non. financements des mallettes? Ah, le financement, oui, le financement, c'est un financement ARS. C'est un financement qui a été fait par l'ARS sur les mallettes, voilà, qui nous ont accompagnés sur ce projet-là, et sur lequel on a toujours un suivi, parce qu'effectivement, on a besoin aussi de... Bon, j'ai pas mis de récapitulatif en termes de quantité, etc., mais effectivement, on a pu faire sur 2023 et 2024 à peu près 150 téléconsultations assistées. Donc, voilà, oui, mais pour le financement, oui, c'est l'ARS qui nous a accompagnés sur ce projet. Quand je dis nous, c'est notre CPTS, mais toutes les CPTS du coup des départements de CPTS actives, hein. C'est 5 CPTS au moment où on les a mis en place, ces manettes. 150 téléconsultations du coup sur Bah, l'année. ouais, sur l'année, sur une période d'un an à peu près. Je n'ai pas les derniers chiffres sur 2025, mais Et du coup, je me permets de rebondir avec juste une question que je viens de voir passer. Comment est-ce que vous avez motivé les médecins et puis est-ce que c'est des médecins du territoire? Alors, pas pour nous, comme je vous l'ai dit dans la présentation, nous, notre problème, c'est qu'on n'a plus de médecin. Donc, on avait commencé avec un médecin qui, quand même, s'était investi pour lancer le dispositif. Donc, elle faisait 2 demi-journées par semaine. Et ensuite, on a mobilisé, c'est un travail qu'on a réalisé de façon accompagnée avec Omedis. Et c'était un médecin de Narbonne. Donc, en fait, ce n'est pas des médecins de notre CPTS, mais c'est des médecins soit de notre département ou de la région. Parce que nous, c'est notre problème, on n'a pas de médecin. Donc, voilà, on s'appuie sur les autres médecins qui sont investis dans ce projet-là. Et moi, j'ai vu une petite aussi question sur la durée d'une téléconsultation. En fait, quand l'infirmière arrive, elle prend le patient pendant 10 minutes. Elle remplit, elle prend la carte vitale, elle le connecte. Comme ça, il y a les informations administratives qui se mettent dans le dossier. Elle commence à remplir ou à scanner certains documents, à prendre les paramètres, etc. C'est censé durer 10 minutes. Et ensuite, à une heure précise, par exemple, si l'heure de la téléconsultation, elle est à 14h10 avec le médecin, elle connecte le chariot de téléconsultation et c'est 10 minutes avec le médecin téléconsultant. Merci Myriam. Juste une dernière question, donc peut-être plus pour Jean-Pierre. Du coup, les mallettes, du coup, comment elles sont positionnées dans la CPTS et qui récupère les mallettes, hein? Parce que du coup, toi, Myriam, ça reste en place dans un local, mais Jean-Pierre, hein. ben moi, au moment où je vous parle, la mallette est à peu près à 1,50 m de moi, donc sur mon bureau. Elle est là à disposition, donc en fonction de la proximité et du besoin, là où il est identifié. Moi, sur les maisons de santé, j'ai toujours du passage, hein. Donc, c'est soit effectivement l'infirmière va passer ici dans le cadre de sa tournée et va pouvoir la récupérer, ou soit moi, si je dois remonter plutôt sur Saint-Nicolas, ben moi, je vais pouvoir la prendre la veille pour le lendemain si c'est un rendez-vous programmé sur le lendemain. Donc, voilà, moi, je peux être aussi en soutien sur le fait de pouvoir ramener la mallette en fonction du lieu où elle peut être utilisée. Voilà, mais c'est vrai qu'à la base, c'est l'infirmière qui est censée la récupérer. Mais après, voilà, pour des raisons d'organisation, on peut aussi faciliter tout ça. On n'est pas sans bouger. On est sur un territoire qui, même s'il est assez grand, on a quand même la possibilité, enfin, que ça soit moi ou que ça soit l'infirmière, de venir. Et puis en général, c'est pas sur du one-shot direct, une téléconsultation dans l'heure. On est plutôt sur quand même de la programmation du jour au lendemain ou du matin pour l'après-midi. Donc on arrive toujours à s'organiser pour que la mallette soit mise à disposition sans qu'il y ait trop de perte de
temps, naturellement, ce qu'on entend tout à fait, qui peut être aussi un problème du fait de devoir venir la chercher, etc. Mais ça fait partie effectivement des griefs qui étaient un peu mis en avant. Donc je comprends tout à fait la question. Mais là, après, on est dans la bonne attente, dans la bonne entente, dans le bon sens, et puis on essaie d'être facilitateur sur tout cet aspect, entre guillemets, logistique. Donc, voilà. Bon, il y avait une dernière question mais alors, si du coup vous demandiez donc l'avis à l'ordre des médecins ou même au conseil départemental, à voir, ça s'inscrit dans un partenariat, ces projets. Au niveau territorial, il y a différents partenaires et ça a été validé par différentes structures. Vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus, hein. Moi, ça remonte déjà à 2 ans et 2 ans et demi, donc je ne me souviens pas de tout précisément, mais en tout cas, quand on a lancé ce projet, on l'a soumis puisque c'est une organisation territoriale de télémédecine et donc dans les textes de loi, c'est quelque chose normalement qui est réglementé, mais qui n'est pas forcément mis en place comme il faut, puisque dans les pharmacies, les cabines de téléconsultation ne sont pas rattachées à cette organisation-là, ce qui devrait être le cas. Mais en tout cas, quand on a mis en place ce projet, bien sûr, on en a parlé à nos tutelles, on en a parlé notamment à l'assurance maladie, et on a soumis aussi notre projet au Conseil de l'ordre des médecins pour avoir leur validation sur la validation du projet. Voilà. Et les deux ont validé la mise en place de cette organisation-là. Alors, nous, de notre côté, il n'y a pas eu forcément ce type de partenariat avec des structures extérieures, si ce n'est qu'effectivement, lorsqu'on a mis en place quand même cette mallette de téléconsultation, elle était quand même en lien avec le développement du SAS, et nous, on avait déjà développé une autre organisation en amont sur le Tarn-et-Garonne, c'est le TOD, donc un intermédiaire qui permettait justement de positionner des rendez-vous avec un intermédiaire entre le SAS et des libéraux. Mais c'était là aussi dans ce cadre-là où a été mise en place ce projet global, hein, donc de mise à disposition de mallettes de téléconsultation et de financement de l'ARS. C'était sur un projet un peu plus global aussi en lien avec l'accès aux soins et les besoins en soins non programmés, quoi. Merci beaucoup Jean-Pierre et Myriam. Je vous propose donc de conclure. Merci donc aux intervenants, merci à vous participants. Et donc vous l'avez bien compris, les témoignages terrain montrent bien que la télésanté, c'est un levier d'organisation, puisqu'on parle beaucoup d'organisation territoriale, de coordination entre professionnels. Voilà. Pauline, je te relaisse la parole peut-être. Oui, merci Camille, merci à tous les intervenants pour ces présentations, c'était très intéressant. Et pour conclure, donc moi je voulais vous parler d'ATO, qui est l'annuaire des recours de téléexpertise en Occitanie, puisque justement on a évoqué la téléexpertise. Vous avez donc sur le site du Grade Santé Occitanie, dans les onglets ATO, et ça vous permet de retrouver les médecins qui proposent de la téléexpertise et de les trouver selon leur spécialité et selon la carte interactive. De là, vous allez pouvoir avoir accès au logiciel qu'ils utilisent, enfin à la plateforme pardon, qu'ils utilisent pour réaliser leur téléexpertise et donc y accéder plus facilement. Voilà, bon, c'est un annuaire qui est transitoire puisqu'après vous savez qu'il y a le passage sur l'Aurore qui va se faire, mais nous sommes hébergés sur le site de santé.fr Pro, donc ce sera quand même toujours disponible et alimenté. Et enfin, je voulais vous parler en quelques mots de la communauté. Donc, c'est 4 rencontres par an qui se font systématiquement en visio, comme ça c'est plus facile pour tout le monde pour se connecter. On a à chaque fois plusieurs témoignages de professionnels de santé, que ce soit médicaux, paramédicaux ou administratifs, hein, comme vous l'avez vu aujourd'hui.
Les dates et les thématiques, on essaye à chaque fois de varier et on va encore plus varier pour l'année 2026. Et vous avez l'ensemble des replays qui concernent toutes les communautés qui ont existé depuis le début de l'année, qui sont disponibles directement sur le YouTube du Gradis Santé Occitanie ou sur le site internet. Et enfin, vous avez l'adresse mail si vous souhaitez rejoindre les communautés pour être au courant des prochaines éditions sur l'année 2026. Voilà, et bien écoutez, merci à tous pour votre écoute et pour vos questions. Et puis on ne manquera pas de vous tenir au courant dès que le replay sera disponible. Merci beaucoup, bonne journée.